Bonjour Lisaine. Bonjour Joséphine. Je vous laisse vous présenter. Eh bien écoutez, je m'appelle Lisaine Gilleron, je suis psychologue depuis 15 ans maintenant et je suis spécialisée dans différentes choses, notamment la prise en charge des couples pour des psychothérapies de couple, mais aussi dans du psychotraumatisme et les différents chocs émotionnels. Merci. Aujourd'hui, on va parler du film Élémentaire des studios Disney Pixar. Le résumé, les chemins de deux âmes que tout oppose finissent par se croiser et sont obligés de collaborer pour résoudre un problème et finissent par développer des sentiments l'un pour l'autre. J'ai développé mon propos en plusieurs axes. Et la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai travaillé le sujet, c'est est-ce que les opposés s'attirent ? Eh bien, on a la chance d'avoir certaines études au long cours, notamment une étude qui a duré plus d'1 siècle, sur au moins 1 million de couples, qui s'est faite évidemment aux États-Unis, où les chercheurs évaluaient à peu près 130 traits, notamment sur des questions fortes comme la religion, les avis politiques, le niveau d'études, la personnalité aussi, et que la plupart des couples se choisissaient plutôt en ayant des traits communs et des résonances plus que des différences. Après, je me suis dit que mon avis personnel, c'est qu'on peut être fasciné par la différence. Mais ce qu'implique la fascination finalement, c'est un petit peu de regarder l'autre et on peut être fasciné par le fait que l'autre peut avoir par exemple des qualités qu'on chercherait ou un courage par exemple qu'on aimerait avoir. Mais la fascination indique vraiment qu'on passe son temps à regarder l'autre plus qu'à construire avec lui. Donc ça reste une position d'admiration qui permet assez peu la construction finalement. Je vois. Donc on a quand même tendance à penser que la plupart des gens se mettent ensemble ou s'assortissent en choisissant plutôt des points communs. Ça se tient. Ouais. Dans votre métier, quelle est la différence que vous rencontrez le plus et qui pose le plus problème au sein du couple ? On pourrait croire que c'est par exemple la communication ou les langages de l'amour. Mais en fait, moi je pense que c'est un peu plus profond que ça. Je pense que ça se joue plus dans les modèles d'attachement. Mais il y a une personne qui s'appelle Bowlby qui a établi les différents modèles d'attachement qui viennent assez tôt dans l'enfance. Il y a l'attachement secure, qui veut dire qu'on est sécurisé, qu'on peut s'attacher sans être trop anxieux. Il y a l'attachement anxieux ou dépendance affective, où on va passer son temps à être branché sur l'autre, à voir ce qui se passe, comment ça va, si ça va bien, si ça va pas. Il y a l'attachement évitant, qui a 2 types d'attachement, c'est-à-dire l'évitant distant, qui pense qu'il n'a besoin de personne pour fonctionner, et l'évitant anxieux, qui lui pense qu'il a besoin de quelqu'un. Mais dès qu'il va lier avec la personne ou qu'il va voir un défaut, il va prendre peur et s'enfuir. Il y a aussi l'attachement mixte qui est un peu un mélange des deux. Et je trouve que la différence que je vois le plus au sein des couples dans mon cabinet, c'est le couple évitant anxieux, le fameux fuis-moi je te suis, qui sont un très bon binôme, ils se reconnaissent facilement, avec un des 2 partenaires qui va surinvestir la relation et l'autre qui va passer son temps à la fuir. Et c'est la différence que je vois le plus au sein du cabinet. Ça rejoint beaucoup le film. Ça rejoint beaucoup le film où Flamme est vraiment présentée comme évitante, voire évitante distante au début puisqu'elle dit qu'elle ne souhaite pas de relation amoureuse. Et Flack, qui a l'air très anxieux dès le départ, c'est un personnage qui est présenté comme tel et qui a l'air aussi très soucieux de se rapprocher de Flamme. Et c'est vrai que là, on est dans le binôme parfait, c'est-à-dire le couple très représentatif de ce que je peux voir le plus en psychothérapie de couple. Est-ce qu'un couple avec des personnalités différentes fonctionne mieux qu'un couple avec des personnalités similaires ? Alors moi, encore une fois, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux se ressembler. Je vais vous donner un exemple du film. Par exemple, à un moment dans le film, Flack va présenter Flamme à sa famille. Oui. Et leur jeu familial, c'est de ne pas pleurer à des histoires tristes, puisque c'est Flack étant évidemment de l'élément de l'eau. Ils sont représentés comme des gens hypersensibles qui peuvent pleurer facilement. Et donc, Flack va donner une anecdote assez triste d'un chien qui décède à Flamme, qui va avoir un sourire défiant, presque narquois, au fait de ne pas ressentir quoi que ce soit. Alors elle va finir par pleurer, bien évidemment, dans la scène d'une autre façon. Mais quand on a trop de différences de personnalité, ce qui va être fixé énormément, c'est aussi l'empathie qu'on va avoir l'un pour l'autre. Et d'avoir des choses qui nous touchent, qui sont différentes, ça c'est pas grave. On peut être touché d'une façon ou d'une autre, ça c'est pas très grave. Mais la façon dont on va réagir l'un et l'autre à ce qui touche l'autre et avoir cette empathie pour l'autre, ça c'est hyper important et fondamental. Et donc si on est trop différents et que y en a un qui reste dans une posture toujours de défiance vis-à-vis de ce qui peut toucher l'autre,
en se moquant, en raillant, en minimisant. C'est difficile de faire fonctionner un couple quand même. On n'a pas du tout la même sensibilité ou alors on comprend pas du tout la sensibilité de l'autre. On cherche même pas à avoir du réconfort vis-à-vis de ça. Et je trouve que le couple, tel qu'il est montré dans ce Disney-là, est quand même assez classique on devrait accepter une forme de défiance vis-à-vis des sentiments quand ça touche. Enfin, il y a quelque chose quand même d'un petit peu malsain et toxique là-dedans. Vous trouvez ? Ouais, je trouve que le film a quand même un espèce de grand principe de base qui est que l'amour peut tout réparer et on peut arriver à tout faire grâce à ça. Et donc on pourrait accepter de la maltraitance émotionnelle, de la mise en danger. Il y a quand même des moments où Flamme met en danger Flack, volontairement, par exemple en conduisant une moto de façon dangereuse. Et c'est quand même un Disney, donc à destination des enfants. Ça vient entretenir le cliché et le stéréotype qu'il faudrait accepter des comportements de mise en danger de la part de l'autre au monde de l'amour. C'est quand même questionnement. Ça vient après. Ouais. On peut en parler maintenant. Ouais. Est-ce que l'amour peut tout surpasser ? On dit souvent que l'amour, ça ne fait pas tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais reprendre mes petites notes. mais c'est vrai que est-ce que l'amour peut-il tout surpasser ? C'est vraiment le grand concept du film. Et c'est le concept d'énormément de comédies romantiques, les rom-coms comme on les appelle. Je peux vous en citer une connue. N'oublie jamais The Notebook avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Ce sont toujours des films qui laissent sous-entendre que souffrir au nom de l'amour est ok, voire nécessaire pour un peu transfigurer la notion de l'amour, tout ça. Moi, j'ai tendance à dire qu'un amour qui surpasserait tout, c'est un amour qui surpasserait même, par exemple, la séparation, la distance, un amour qui ferait que même si par exemple on est dans des phases où on ne s'aime plus, on a toujours une profonde affection l'un pour l'autre, on peut continuer à s'aimer, à se tolérer. Et c'est vrai que la question de surpasser, ça dépend. De devoir faire des compromis et des efforts dans un couple, oui, c'est nécessaire, surtout si on veut qu'il dure. Mais par contre, la notion de sacrifice, de martyr, ça, c'est plus questionnant. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments dans le film où je trouve que Flack accepte de souffrir beaucoup pour nous démontrer à Flamme, ce qui est aussi un peu ingérant de sa part, que ça vaut le coup d'être ensemble, que l'amour peut tout. Et dans les deux positions, il y a des choses un peu questionnantes. C'est beaucoup romantisé, cette façon de... Dans les films et au cinéma, ouais. Dans les romances, c'est romantisé. Le fait de se sacrifier pour l'autre et d'essayer de tout tenter, même si ça nous fait mal, même si ça fait mal au personnage. C'est ça, et c'est aussi accepter quelque part. Moi, je pense que dans l'amour sain, il peut y avoir des difficultés, mais qu'on n'aura pas de haine à un moment pour son partenaire amoureux. Si à un moment ou à un autre, vous ressentez vous-même de la haine, ou que vous ressentez que l'autre peut vous haïr ou vous détester profondément à des moments de la relation, c'est qu'on est quand même dans une relation où on autorise l'alternance d'amour et de haine, et c'est des relations beaucoup plus destructrices et toxiques qui risquent de durer moins longtemps, ou alors qui risquent plutôt d'être basées sur un état très passionnel où on accepte de se détester et de pas se traiter très très bien, par définition. Et c'est vrai que cette haine-là, elle est très valorisée encore, même dans ce dessin animé pour enfants, quoi, qui est aussi, évidemment, il y a une double lecture pour les adultes, mais ça continue d'entretenir ce cliché. Qu'on pourrait guérir l'autre par amour aussi. Il y a pas mal de choses que le film sous-tend qui sont quand même des clichés qui restent dangereux. Encore plus à... Je sais pas si vous avez eu une éducation sur les rapports amoureux. On nous a appris à dire bonjour à la dame, à être poli à l'école, à respecter les codes. Mais je défie quiconque de dire mes parents m'ont transmis une éducation amoureuse volontaire. Et finalement, le film montre bien ça, c'est-à-dire que ce serait à nos partenaires amoureux, amoureuses et à nous de s'éduquer dans l'amour. Et ça, je trouve qu'il faudrait plus se responsabiliser vis-à-vis de ça, quoi. C'est-à-dire ? Dans le sens où on est responsable d'être prêt à vivre des relations amoureuses ou non. Oui. Et là, quelque part, Flamme est clairement pas prête, hein, c'est pas sa faute. Et Flack va lui dire si, bon, tu vas être prête, ça va être bien. Et quelque part, ça fonctionne parce que c'est un peu le ressort du film. Mais malgré tout, il y a quand même une différence avec Flack qui est prêt émotionnellement à s'investir dans la relation et Flamme qui n'en est pas du tout là, qui à la base est dans un attachement très distant, quoi. Et donc ça pose la question de se responsabiliser vis-à-vis de suis-je vraiment prêt à en investir avec un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse. Oui, parce que c'est pas à l'autre personne de servir de
d'éducateur, entre guillemets. Alors je pense qu'on peut avoir un rôle mutuel d'éducation dans une forme de bienveillance et qu'on apprend toujours de ses partenaires amoureux. Et ça c'est chouette. Mais je pense que de la même façon qu'on va vous apprendre à lire et que vous allez vous entraîner à lire plusieurs fois, c'est quand même à nous-mêmes d'apprendre ce que ce serait qu'un bon partenaire amoureux ou une bonne partenaire amoureuse et d'essayer de le devenir au maximum. Comment une personne peut-elle gérer ses propres limites entre compromis et perte d'identité au sein du couple? Et quels conseils donner à quelqu'un qui en souffrirait? Ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire notre responsabilité, c'est d'être assez au clair avec les limites qui sont importantes pour nous avant même d'être dans la démarche de rencontrer quelqu'un. Les limites, c'est aussi nos valeurs, c'est-à-dire est-ce qu'on veut des enfants, est-ce qu'on n'en veut pas, est-ce qu'on veut vivre ensemble, est-ce qu'on veut une relation monogame ou une relation polyamoureuse. Je vais vous donner un exemple idiot peut-être. Si vous êtes végane ou végétarienne et que votre partenaire amoureux c'est un chasseur, ça va peut-être fonctionner 1 ou 2 ans, mais au bout d'un moment, quand il faudra faire frigo commun, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc, il y a cette notion, c'est à nous de définir nos vraies limites. On peut pas en vouloir à l'autre de pas forcément avoir les mêmes que les siennes. Et ce qui est très très dur, et je pense que ce qu'on vous apprend pas, c'est qu'une fois qu'on est attaché, on a tendance à aller au-delà de ses limites. Et d'une part, on se met dans une posture de victime, parce que l'autre va nous faire souffrir, et on le met dans une posture de bourreau. Et réciproquement. Si l'autre dépasse sa limite pour nous, on devient un peu son bourreau aussi. Et c'est compliqué. Et donc, ces limites, il y a plein d'endroits où on peut être ajusté, hein, mais là je parle de 2 critères assez forts. Je trouve qu'il faut être très clair avec et se dire si on n'a pas dès le départ la même envie, sachant que la plus classique, c'est souvent quand on rencontre quelqu'un, soit on a envie d'une relation courte ou d'une relation longue et l'autre cherche l'opposé. Là ça risque d'être un peu compliqué. Et souvent on a tendance à essayer malgré tout de faire ça et de se faire mal réciproquement, quoi. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Dire stop, c'est très très dur parce qu'on est attaché et justement c'est très dur de renoncer à quelque chose, mais on renonce aussi au fait qu'on va être tout le temps dans la complexité. C'est toute la complexité des relations envers les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des ajustements et que voilà, mais je peux peut-être vous donner un exemple clinique. Par exemple, j'ai déjà vu au cabinet un couple où elle était polyamoureuse, il était plutôt monogame. Au début de la relation, il a établi, ok, c'était polyamoureuse, on peut tester comme ça. Ça a duré 5 ans. 5 ans, ils ont été finalement dans une forme d'exclusivité. Donc, il n'y a pas eu d'autres partenaires amoureux pour elle. Et au bout de 5 ans, elle rencontre quelqu'un et elle en tombe amoureuse. Et elle lui dit, mais j'ai toujours été polyamoureuse, tu le savais. Et lui dit, oui, mais ça ne s'est jamais produit. Et quelque part, ils se trouvent loin dans leur relation, avec beaucoup d'investissement, avec cette différence qui a toujours été là, mais qui ne s'est jamais manifestée dans le réel du couple. Et aujourd'hui, ils doivent dealer avec. Et c'est une grosse différence. Et ça peut arriver comme ça d'avoir des choses où, si on a des limites très fortes comme ça dès le début, à un moment ou un autre, ça peut revenir de façon douloureuse dans un couple. La question des enfants aussi, c'est très classique. Ça arrive très souvent si y en avait un ou une qui dit moi j'en veux, j'en suis sûre, et que l'autre dit je sais pas encore, je suis vraiment pas sûre, peut-être, enfin non. Et puis 5 ans plus tard, c'est toujours peut-être et pas non, et que l'autre est toujours. Il y a un moment où ça risque de bloquer. Et du coup, l'amour, ça suffit pas souvent à surpasser tout ça? L'amour a différentes formes. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est que si vous choisissez un partenaire amoureux et une partenaire amoureuse avec laquelle vous pourriez être amis, peut-être que vous aurez une relation qui pourra surpasser beaucoup de choses. Parce que dans les moments où on s'aime moins, parce que tout est en tête phase, parce que le temps, de rester profondément amis fait qu'on peut avoir déjà cette possibilité de revenir amoureux, et qu'on peut surpasser beaucoup plus d'épreuves parce qu'il y a moins cette nécessité de s'aimer tout le temps à fond. Et il reste une forme d'amour qui est quand même hyper puissante, qui est l'amour un peu amical comme ça. Et je pense que si on est dans certaines formes d'amour, peut-être moins toxiques, moins virulentes, moins passionnelles, on peut trouver un équilibre un peu différent. C'est vrai parce qu'on voit souvent, beaucoup au cinéma, cet amour très puissant, très passionnel, très fort. Alors que dans la vraie vie, je pense que ça peut exister, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus rare, les trucs très intenses et très violents. Enfin, peut-être pas au début ou les premiers ou tout ça, mais en tout cas, de ce que j'ai personnellement vécu, c'est beaucoup moins intense, ou je sais pas comment l'interpréter, mais... Alors, ça peut être intense, hein, et on a des statistiques qui montrent quand même que quand on est très très amoureux au départ de son couple, on a plus de chances qu'il dure. Donc, il y a quand même, c'est quand même pas mal d'avoir au moins un petit peu de passion amoureuse au départ, tant qu'il n'y a pas le critère de destruction qui rentre en compte, c'est-à-dire avec des alternances, comme dit, de
de phase d'idéalisation et de dévalorisation. Oui, c'est vrai. En fait, techniquement, et c'est ce que je dis à beaucoup de patients et de patientes au cabinet, c'est ne choisissez pas un partenaire ou une partenaire amoureuse dont vous n'aimeriez pas être l'ami s'il n'était pas votre amoureux. Ça veut pas dire qu'à la fin de chaque relation, il faut rester ami avec ses ex. Ça va être du tout ce que je dis. Mais si vous rencontriez la personne dans un autre cadre et que vous n'auriez pas eu cette envie d'y aller avec cette personne parce que vous la trouvez pas sympathique ou voilà, c'est quand même un critère qui vaut mieux pas en faire une relation amoureuse. Ça se tient. Ouais. C'est très logique. Ça permet aussi d'avoir un regard extérieur. De se dire, ah ben, si j'étais pas amoureux ou amoureuse de toi, est-ce que tu pourrais être mon ami? Est-ce que... Enfin voilà. Je trouve ça très logique. Ouais, si vous trouvez par exemple que votre partenaire amoureux ou votre partenaire amoureuse traite pas très bien ses amis, ça parle aussi de la personne, quoi. Je vois. C'est comme tout, s'il y a des valeurs importantes pour vous que l'autre ne partage pas forcément, ces différences de valeurs, elles peuvent se manifester, pas toujours au début, parfois au début, voilà, ou parfois au début, on est tellement similaires qu'on n'a pas besoin de communiquer. Et du coup, ça se passe dans un truc très très fluide comme ça. Puis au bout d'un moment, quand on passe beaucoup de temps ensemble, beaucoup d'années, si on ne communique pas, ça risque de poser problème parce qu'on change. Et si on se tient pas au courant l'un l'autre de comment on a changé, un matin on peut se réveiller avec quelqu'un qu'on reconnaît plus à côté de soi. Et c'est pour ça que c'est risqué de pas communiquer dans un couple. Ça peut marcher un temps, mais la vie fait qu'on évolue toujours et c'est normal. Donc de pas communiquer, c'est toujours le risque d'avoir des chemins qui divergent sans s'en rendre compte et de pas pouvoir rattraper un peu le fossé qui s'est créé avec les années ou le temps où on n'a pas communiqué sur qui on était en train de devenir. Cliché entre guillemets de la communication, c'est important. C'est vraiment important pour le coup. Et c'est pas juste quelque chose qu'on dit comme ça, non. Alors faut pas non plus surcommuniquer. Hein. J'ai déjà vu des patients qui avaient mis en place une règle de toutes les 2 semaines on fait un point sur notre couple. Non, parce que ça remet tout le temps en question en couple, ça sert à rien. C'est important de se dire où on en est, qui on est, de prendre le temps quand même d'essayer de continuer à se connaître, même au travers des années, parce qu'on change tout le temps finalement. Il n'y a pas un moment où on vit pas une expérience qui peut nous faire changer même un tout petit peu, mais au fur et à mesure, on change tellement qu'on se reconnaît plus. Et puis bon, après, il y a des événements importants dans la vie des couples qui font que là, il faut surcommuniquer. Quand on emménage ensemble, si on décide d'avoir des enfants, tous ces événements un peu importants, on est obligé de communiquer parce que déjà, on n'est jamais dans la tête de l'autre. Hein. C'est-à-dire, si on ne dit pas ses besoins, ses limites, ça va être très compliqué. L'autre peut pas les savoir. Donc, c'est un peu notre travail à nous de savoir communiquer. Et c'est ce que je vous disais avant sur la question de se responsabiliser, c'est-à-dire dire comment je peux être le meilleur partenaire amoureux possible pour que ça se passe bien. Et l'autre fait sa part. Ça ne veut pas dire que, voilà. C'est une complémentarité. C'est ça, c'est-à-dire chacun est responsable de devenir une version de lui-même qui peut être un bon potentiel partenaire amoureux ou amoureuse. Je vois, c'est super intéressant. Bah, tant mieux. J'aime beaucoup cette thématique de toute manière, de manière générale. Et je me lasserai jamais d'en parler, tout simplement. Ce qui est chouette, c'est que quand même, avec les déconstructions des dernières années. Oui, c'est clair. On responsabilise quand même beaucoup les gens sur c'est quoi ta position à toi. On a des outils tout simples en psychologie qui nous aident à définir. Je sais pas si vous voyez le triangle de Cartman, par exemple. Je suis pas sûre. C'est un petit triangle assez connu qui est appelé aussi triangle des relations dramatiques. Bien, à un point, il y a un bourreau, à un point, il y a une victime, à un point, il y a un sauveur. Et souvent, dans les couples, c'est des relations à deux, mais un switch d'une position à une autre, ou pas. Hein, souvent, la victime, c'est toujours le même, le bourreau, c'est toujours le même. Mais c'est assez intéressant une fois qu'on prend en compte, par exemple, quand on a comme ça des rapports bourreau, victime, sauveur au cabinet. Ce que je fais, c'est que je leur fais prendre conscience de leur position et je les responsabilise sur le fait que... par exemple, le plus dur, on dirait pas comme ça, c'est pas de remettre en question la posture de bourreau. Souvent, c'est la victime qui a du mal à se prendre en compte et à dire, à se rendre compte qu'elle peut aussi agir dans cette posture des victimes. Et donc, on utilise des outils comme ça assez visuels pour que les gens puissent comprendre quelle est leur part de responsabilité dans tout ça, dans quelle position ils se mettent et ils mettent l'autre par définition. Je connaissais pas. Ouais, c'est des petits outils comme ça qui sont intéressants, qui sont assez classiques. Ça marche bien. Je trouve que d'utiliser des supports visuels, ça marche souvent bien pour expliquer aux gens, pour avoir d'autres approches, parce que quand on reste dans le tout parole, parfois c'est un peu compliqué de visualiser où on en est vraiment. Jusqu'où peut-on aller
par amour sans se perdre soi-même, notamment face aux attentes familiales. Parce que dans le film, on interroge les limites entre compromis et perte d'identité, les attentes familiales du côté de Flamme, et son questionnement par rapport à ce qu'elle ressent. Dans le film, elle est partagée entre ses traditions, ce que vont dire ses parents, et ce qu'elle ressent, ce qu'elle croit ressentir, etc. C'est pas facile. Le film prend vraiment deux extrêmes, c'est-à-dire Flamme vient d'une famille issue d'immigration, en plus des immigrés climatiques, si j'ai bien compris, avec une autre culture, son père qui aime pas spécialement les étrangers non plus, elle qui a une posture d'étrangère dans le pays où elle est, Flack qui vient d'un milieu aisé avec une famille qui a de l'argent. Cette notion, elle n'est pas facile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit valoriser, quelles sont nos limites par rapport à la famille, par rapport à... Moi, j'ai l'impression que Flamme a quand même une place pas facile entre les injonctions de sa famille et, comme on l'a dit déjà, l'ingérence et le côté un peu poussif, un peu pushy de Flack qui va, même à un moment, lui parler de son orientation en disant « c'est pas ça que tu dois faire, c'est ça ». Et finalement, moi, dans ce film, j'aurais presque envie que Flamme... disait à tout le monde je pars moi en voyage 1 an et je vous revois bientôt, bisous. Mais elle ne répond pas, on voit qu'elle est coincée entre l'amour de ses parents et un possible amour naissant. Finalement, faut résister, donc il y a un happy end. Mais en réalité, dans la vie, c'est très très compliqué quand on a des telles différences de parcours, de chemin. Peut-être que dans la vie, Flamme aurait vraiment dû choisir entre l'amour parental et l'amour de cet homme, elle aurait toujours été dans une compromission qui aurait été douloureuse pour elle. Et c'est là où on pose la question de est-ce que l'amour peut tout surpasser? Est-ce que par exemple ça aurait valu le coup que Flamme renonce à ses parents pour Flack? Et c'est pas dit et c'est pas sûr. Et là on est dans le registre de c'est des choix très personnels qu'on ne peut jamais juger. Et alors heureusement, comme dit, encore une fois c'est un Disney, donc ça finit très très bien. Et du coup, tout le monde est accepté à la fin et tout se passe bien. Et d'ailleurs, ils partent à la fin, c'est assez intéressant quand même, parce que chacun renonce à son univers familial un temps. Donc, c'est pas mal. Mais ouais, je pense que c'est pas si facile dans la réalité quand on a des conflits de loyauté comme ça entre deux aspects. Faire un choix, c'est très dur. C'est pour ça aussi qu'on choisit souvent des gens qui nous ressemblent. C'est pour ça que si vous êtes dans une religiosité très forte et que c'est votre monde d'appartenance, c'est plus facile de choisir quelqu'un qui a la même religion. Et je pense que c'est pas à juger. Les gens qui font parfois le pas d'aller au-delà de ça, parfois ils tournent le dos à leur famille et c'est quand même un sacrifice. Est-ce que l'amour nécessite ce sacrifice? On sait pas. Il y a des gens qui font ce choix courageux, mais c'est pas toujours évident. Dans la vraie vie, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte, les caractères et tout ça. Et puis aussi, dans le film, c'est très rapide. Ouais. Le choix de quitter sa famille pour aller faire un métier qu'elle aimerait plus pour un partenaire, ça arrive très très tôt, je trouve, dans la relation. Alors que dans la vraie vie, on peut imaginer que ces questions-là, elles arrivent peut-être un peu plus tard. Je pense que l'intelligence de Disney sur ce coup-là, c'est qu'ils ont rendu Flamme très impulsive et au regard de la fin, on se dit que peut-être qu'elle était impulsive parce qu'elle n'était pas à sa place et qu'il y avait trop de pression. Donc, il donne quand même un happy end un peu intéressant au personnage. Ça lui a permis de se rendre compte... Voilà. Et donc d'avoir un peu plus de paix intérieure et de sérénité. Et c'est vrai que quand on n'est pas à sa place, on peut avoir des manifestations émotionnelles fortes, parfois pas appropriées, puisque elle, par exemple, a des gonzes scolaires qui détruisent tout. En fait, dans le film, Flamme trouve sa place parce qu'elle rencontre quelqu'un d'autre qui lui dit où elle est. C'est on peut l'interroger. Ça marche dans le film, mais quand même, c'est un peu questionnant. Du coup, ouais, ce côté... impulsif qu'elle a, ça revient à une des parties que j'avais écrites sur les différences de communication, du coup, sur le langage de l'amour, que Flack il était plutôt sensible et que Flamme elle est impulsive. Donc est-ce que c'est plutôt compatible ou complémentaire? Je pense qu'on peut trouver un apaisement avec l'autre. Parfois, quand on a des tempéraments comme ça très différents. Mais globalement, ça revenait à l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y a des choses qui vous touchent et l'autre s'y est complètement insensible, ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire si, par exemple, Flamme, elle aime la moto, elle est libre de tous les sens,
Et Flack, il est un peu représenté comme peureux ou trouillard. Si à chaque fois que passer du temps avec l'autre, ça nécessite pour vous, soit ou pour l'autre, une mise en danger, ou un stress, ou de dépasser une phobie, ou de dépasser un truc qui lui plaît pas du tout. J'en sais rien, je vais donner un exemple idiot. Imaginons, vous êtes une grosse panade Europa Park. Si votre partenaire amoureux, amoureuse, lui ou elle déteste Europa Park, à chaque fois que vous allez y aller, ça va être un enfer pour lui y aller, mais il va le faire par compromis. Et ça risque quand même d'être compliqué à terme. C'est-à-dire si on est vraiment très 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 différent dans notre personnalité, ce qui va être des sources de joie dans nos vies risque d'être très différent et il vaut mieux partager des sources de joie qu'oublier. Sinon ça veut dire qu'on doit toujours faire une incursion dans l'univers de l'autre ou que l'autre doit toujours faire une incursion dans notre univers, contraint et forcé, sans vraiment d'intérêt. Alors parfois on peut construire un truc qu'on s'intéresse de plus en plus, mais ça reste cette idée que il faut changer l'autre, on va se changer pour que ça puisse fonctionner. Tout est qu'une question d'équilibre en fait. Ouais, et j'ai l'impression parfois quand on a deux personnalités très différentes, imaginons vous êtes une île et l'autre est une île, et quand la relation marche bien, on construit une autre île, où on peut faire territoire commun, mais on a toujours nos espaces à nous. Imaginons qu'on est très différents, souvent ce qui va se passer c'est que vous avez votre île, l'autre a une île, et il y a un pont entre les deux. Mais à chaque fois qu'on vient se voir ou qu'on passe du temps ensemble, chacun va dans l'île de l'autre, mais il n'y est pas à l'aise, quoi. Et on construira jamais cette île qui est notre monde à nous deux. Alors ça veut pas dire que c'est pas possible, mais c'est plus simple d'être avec quelqu'un qui nous ressemble. Je vois. Pour faire le territoire commun, ça sera beaucoup plus efficace. En fait, c'est aussi beaucoup une idée que j'avais un peu vu passer lors de mes recherches ou sur les réseaux et tout ça. Il y a moi, il y a mon partenaire et il y a la relation des deux. Et c'est vraiment 3 espaces différents. Ouais. Il faut bien réussir, selon moi, à séparer et à interagir, comme vous avez dit, c'est ça. entre les unes, entre les autres. Et quand on arrive à faire territoire commun, c'est-à-dire à créer cette île, c'est beaucoup plus simple parce que parfois on peut avoir ce moment de retrait. C'est un peu l'attachement secure lié. C'est un peu ça, cette métaphore. C'est-à-dire parfois on peut chacun retourner chez soi, mais c'est pas grave, l'île existe toujours. Donc on peut la réinvestir, mais ce sera jamais dramatique. Que quand on est dans une insécurité où chacun est dans son île et à chaque fois on fait des incursions, il y a juste un pont entre les deux. Donc on ne sait pas si le pont va sauter, si chacun retourne chez soi il ne se passe plus grand chose, l'île n'existe plus, l'île commune, mais il y a cette idée de territoire commun qui n'existe pas et qui est plus compliquée. Je trouve l'idée de ces métaphores-là justement hyper intéressante parce que ça permet beaucoup de visualiser aussi et d'imaginer. L'image, ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Les images, parfois, ça peut être réducteur, mais ça permet de visualiser la fragilité de quelque chose. Vous imaginez contre un pont en bois entre les îles et une île, il y a un truc qui est beaucoup plus facile à détruire qu'un autre. Si par exemple, vous arrêtez une relation amoureuse et que vous avez l'impression qu'il n'en reste plus rien, qu'il reste plus grand-chose, plus beaucoup de souvenirs agréables, plus beaucoup de... C'est certainement que vous étiez dans cet état où chacun avait son île et il y avait juste un pont et qu'il reste plus de souvenirs de cette île qui a été créée en fait. C'est à un moment peut-être que l'île commune peut être désertée et voilà, mais elle sera toujours là. Que si on a l'impression de partir sans rien, parfois plus avec de la perte, des fois, c'est vraiment qu'on a été dans une relation qui a été plutôt pas destructrice, mais où il s'est pas construit quelque chose. Je vois. J'aime bien cette idée des îles. Je trouve ça hyper intéressant. Comment les différences de communication influencent-elles un couple ? Flamme et Flack ont des façons très distinctes d'exprimer leurs émotions et leurs pensées. Et l'histoire interroge sur l'importance de la compréhension mutuelle malgré les modes d'expression différents. Quand on communique à peu près de la même façon, c'est plus facile. Et quand on communique pas vraiment de la même façon, c'est pas si grave que ça. Mais il faut trouver un moyen de communiquer. Donc est-ce que ça va être l'écrit ? C'est vrai qu'on a tendance à survaloriser la communication orale. Or, il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'écrit. Donc si votre truc, c'est d'envoyer des vocaux ou d'envoyer des messages. Le vocal, moi, je trouve ça sympa dans un couple parce qu'on dit ce qu'on pense et l'autre a la temporalité d'écouter au monde, de répondre au monde quand il veut. Donc ça laisse un espace. Et dans la communication, c'est pas non plus du terrorisme émotionnel, c'est-à-dire c'est pas je veux communiquer maintenant et tu communiques avec moi. Parfois, il y a une temporalité aussi qui est différente, c'est-à-dire vous allez pouvoir communiquer maintenant, l'autre pas du tout. Et donc il faut trouver cette espèce de mode opératoire qui est qu'est-ce qui va nous convenir.
Est-ce que c'est de s'écrire? Est-ce que c'est de se parler? L'essentiel étant de se dire, si nous, on peut pas communiquer au moment où l'autre le veut, je peux pas te parler maintenant, parce qu'émotionnellement, je suis pas prêt, mais je reviens vers toi quand je peux en parler. Ça me revient, ça me fait penser, l'épisode précédent que j'ai tourné, c'était sur les relations amoureuses et l'IA. Et on a pas mal parlé de justement cette façon de communiquer entre l'écrit et l'oral. Et ce qu'on disait, c'était que ce qui était bien avec les vocaux, c'était que par la parole, on pouvait plus facilement se faire comprendre par une intonation de voix, mettre plus de personnalité dans le message qu'on voulait. Je sais que, par exemple, personnellement, je pense être plus à l'aise pour écrire, pour communiquer des sentiments ou des choses. Mais je sais, et ça m'arrive tous les jours, qu'on va écrire quelque chose, mais que la personne, elle va pas le comprendre de suite ou pas le comprendre comme on le voudrait parce que justement, il n'y a pas cette intonation de voix, il n'y a pas la gestuelle et tout ça, parce que dans l'émission, le film, c'est le film Heure. Ouais, je veux ce film, ouais. Et donc la question c'était, Samantha, du coup, l'IA, elle n'a pas d'enveloppe corporelle, il communique que par la voix et par l'écrit, et qu'il n'y avait pas justement tout ce langage corporel. Et ce qu'il y a, je trouve, qui manque à l'écrit et qui a moins dans les vocaux, il y a ce truc de on est à distance ou on communique par les téléphones et tout ça. Donc il y a ce truc un peu plus qu'un SMS pour y mettre une vraie attention dans la voix. Je suis vraiment d'accord avec vous et il y a cet aspect. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, quand même, quand on communique à l'écrit, on a plein d'outils pour se faire comprendre. Les smileys. C'est vraiment... j'ai une fille de 12 ans et quand elle envoie des textos, je dis... on met un smiley pour dire ce que tu veux dire parce que ça peut être mal interprété parfois. Et le smiley, ça permet d'associer une émotion ou un visage presque à ce qu'on dit et l'incarner pour ceux qui sont qui sont pas des amoureux de la parole orale. Et en fait, ce qui est sympa dans l'écriture et dans les vocaux, c'est que on est un peu protégé de la passivité-agressivité. La passivité-agressivité, c'est quand vous dites quelque chose à quelqu'un qui va faire « Oui, ça va? Oui ». À ce moment-là, on voit tous que ça ne va pas, que la personne n'a pas du tout envie d'en parler. D'où le fait d'avoir cette capacité à dire la temporalité. Dans le film, il y a quelque chose qui me questionne beaucoup, c'est que dans le couple, il y a cette fameuse charge mentale dont tout le monde parle, mais il y a aussi la charge affective émotionnelle. Et en fait, Flamme et Flack est toujours celui qui va initier la tentative de discussion et de résolution du conflit. C'est son rôle attitré. Et ça va pas dans un couple. Si c'est toujours la même personne qui a l'initiative de la discussion pour essayer d'arranger les choses ou de la communication, ça veut dire qu'il a un rôle attitré. Le fameux rôle du sauveur dans le triangle dont on parlait tout à l'heure. Et ça, par exemple, on est dans un binôme où la communication est très mal répartie. C'est-à-dire c'est tout le temps Flack qui vient avec ce désir de communication et d'arranger les choses. Et Flamme, elle se fait déjà un peu kidnapper par ça et ensuite elle y souscrit pas toujours. Mais il vaut mieux des couples où chacun peut de temps en temps initier la discussion. Si c'est toujours vous ou l'autre qui le fait, c'est pas très équilibré. Peut-être des moyens aussi à trouver si par exemple il y a une des personnes qui est plus à l'aise avec les appels et que l'autre est plus à l'aise par SMS ou par écrit, ça peut se trouver justement cet équilibre-là de j'ai envie de te parler d'un truc spécial, je vais t'appeler parce que je suis plus à l'aise, et l'autre, mais il faut que je te parle d'un truc, je vais te l'écrire parce que j'arrive pas à le dire. Encore une fois, c'est communication et équilibre. C'est vraiment pas toujours facile. Moi, je sais pas vous, mais moi, je déteste les appels. Donc, si on m'appelle, je vais botter en touche et j'ai souvent tendance à dire « fais-moi un vocal ». Moi aussi. Ouais, parce que l'appel, il a un truc très intrusif, c'est de dire « communique avec moi maintenant ». Et des fois, on n'a pas toujours envie, c'est pas toujours possible. Et c'est vrai que c'est un peu le défaut de notre société, c'est qu'on peut surcommuniquer parce que les gens ont accès à nous par mille façons possibles. Et c'est aussi à nous de pouvoir dire, là, j'ai pas envie de communiquer, mais je fais un retour vers toi plus tard. Et ça peut se faire, quoi. C'est pas violent que de faire ça. Je sais pas, on n'a pas beaucoup parlé de la question d'adaptation. Dans le sens où, chaque partenaire a sa personnalité, entre guillemets,
Mais à quel point il faut ou on devrait s'adapter à l'autre sans se perdre soi-même, c'est ça le truc. Si c'est dur à faire, c'est ça va pas être facile de s'adapter. Mais en réalité, quand on est en couple et que ça se passe bien, on s'adapte à fond l'un à l'autre. Et en fait, cette île commune qu'on a créée, c'est une île qui nous correspond à nous deux. Donc en vérité, il y a cette espèce d'effet d'éponge mutuelle. On va changer de forme un peu, mais sans le sentir, et c'est pas très grave. Là où c'est difficile, c'est quand on sent que faut vraiment se boxer pour rentrer dans la case. Faut vraiment que ce soit un effort, un peu comme si vous faisiez un régime hyper contraignant. Ça va être dur, vous allez le sentir passer, vous n'allez pas arrêter d'y penser. Généralement, je trouve que l'adaptation, elle se fait dans quelque chose d'assez doux et naturel. On ne sent même pas passer qu'on fait cet effort-là. Et donc, il y a une forme d'adaptation naturelle où, évidemment, on fait territoire commun et où, du coup, on va, j'en sais rien, moi, si l'autre est fan de jeux, on va apprendre à découvrir les jeux de société, se dire, ah, en fait, c'est chouette, et puis on va faire territoire commun, comme ça. On va créer ensemble un couple qui a une forme adaptative. Mais on le sentira pas trop. De temps en temps, on va le réaliser, on va dire, ah tiens, j'ai changé, ça j'aime bien maintenant. Par exemple, vos goûts culinaires peuvent changer. Si vous êtes une fan de piment, peut-être qu'avec le temps, votre partenaire amoureux finira par aimer ça lui aussi. Mais faut jamais que ce soit dans une adaptation où à chaque fois, on est dans la souffrance de devoir faire cet effort. Là, c'est compliqué. Il y a une question d'effort aussi qui rentre en jeu, Ouais. Surtout au début. Quel effort on est prêt à faire pour essayer de rentrer ou d'essayer au moins de comprendre l'univers de l'autre. Ça, c'est pas facile. C'est-à-dire de faire des efforts pour essayer de comprendre le monde de l'autre. Je pense que c'est intéressant. De faire des efforts pour essayer à tout prix d'y rentrer et d'y fitter, d'y correspondre, là, c'est plus un problème. D'essayer de comprendre l'autre, ça, je trouve ça chouette. Parce que ça veut dire qu'avant de se dire « ça va me correspondre ou non », on est dans une phase d'observation où on apprend à découvrir sans juger. Mais si à un moment, ça nécessite de devoir vraiment changer des aspects très forts de sa personnalité constitutifs, là on va le sentir très fort, on va sentir que on va y penser tout le temps, on va se dire il y a un problème, et là il faut le travailler quoi. Soit on discute avec les partenaires amoureux ou amoureuses, enfin faut vraiment faire cet effort. Il y a un chouette livre qui parle de ça, c'est un roman graphique qui s'appelle How to Love, et là-dedans il explique bien que c'est très imagé, il y a différentes choses, c'est à destination des adolescents et des adultes, c'est vraiment bien fait. Si on doit faire des choses qui nous mettent en danger psychologiquement ou qui mettent en danger la stabilité, qui est quand même dur à acquérir dans sa vie, c'est quand même difficile de trouver une forme de paix intérieure. Faut pas qu'un couple revienne mettre en question tout ça. Par contre, si c'est d'apprendre à découvrir des choses culinaires, l'univers de l'autre, ses passions, là je trouve que c'est des efforts qui sont normaux à faire et qui sont intéressants parce que ça vient enrichir aussi notre monde. Mais si c'est des efforts qui viennent rentrer dans la question de la sécurité intérieure finalement. Si ça vient menacer notre sécurité intérieure, il faut faire attention. Les questions, des exemples que vous avez dit, culinaires, passion, tout ça, ça peut être des choses qui peuvent paraître vachement minimes et futiles, alors qu'en fait, vraiment pas. Moi je pense que c'est plutôt important au contraire d'essayer de s'intéresser justement à toutes ces petites choses qui font que la personne est ce qu'elle est finalement. Parce que, je sais pas, c'est un trait de caractère ou quelque chose que quelqu'un qui aime les jeux, qui aime la cuisine pimentée, ça va forcément se ressentir dans sa personnalité, dans sa façon de vivre et tout ça. Du coup, je pense qu'on néglige un petit peu les petites choses comme ça à apprendre ou à essayer de faire des efforts pour s'y intéresser, à s'adapter, tout ça. Ouais, vous avez raison, parce que franchement, Jolie-Fine, finalement, ce qui compte, c'est le quotidien. C'est-à-dire les voyages, la vie, c'est sympa, mais finalement, la vie, elle est faite de tout ce qui se passe tous les jours entre le moment où vous rentrez, vous sortez de travail et tout ça. Mais le plus important, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer les mêmes choses, mais on ne doit pas juger des goûts différents, par exemple. Ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, si on arrive à être dans un couple qui est non jugeant sur les différences, généralement, on finit quand même par mettre un peu de la couleur de l'autre dans la sienne, quoi, et réciproquement. Et ça donne un... En tout cas, on sait qu'on a changé, mais on s'en rend compte plus tard. Et c'est pas dans la souffrance. Des petites choses comme la cuisine. C'est vrai que la cuisine, c'est un bon exemple. Parce qu'on a cité la grande différence avant de si vous êtes végétarien, végétarienne et qu'il y a un partenaire amoureux qui est un viandard ou une viandarde, c'est compliqué. Mais par contre, si c'est des divergences de cuisine ou
Je trouve toujours qu'on peut trouver un espace où on va apprendre à apprécier les choses de l'autre. Et finalement, un bon partenaire amoureux, une bonne partenaire amoureuse, c'est quelqu'un qui va pas être dans le dégoût, dans le rejet immédiat. C'est-à-dire même si c'est pas son truc, il va dire ah d'accord, moi j'aime pas trop ça, mais oui, je peux comprendre. Si vous êtes face à quelqu'un qui va avoir cette espèce de mood de dégoût, les Américains appellent ça the ick, c'est-à-dire le oh. Oui. C'est déjà une indication où vous risquez d'être dans une relation où vous pouvez être assez facilement jugé. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très sain, je trouve. Non. De juger en général, je trouve pas ça sain du tout. Mais de juger sur des choses, bon là on a dit que non, au final c'était pas si futile que ça, mais de juger sur des choses aussi subjectives et aussi, entre guillemets, futiles que des goûts culinaires, je trouve ça stupide. Et pourtant, il y en a qui le font, et des fois, il y a des couples qui arrivent, on débute psychothérapie, de plus rien faire pour eux parce qu'ils supportent même plus que l'autre pose ses chaussures dans un endroit où sa respiration la nuit. C'est-à-dire, ils ont atteint un degré de dégoût de l'autre qui est que là, on peut rien sauver. Il y a même plus de respect mutuel. Et là, par exemple, dans le film, je trouve ça sympa parce que pour le coup, Flamme et Flack ne se jugent jamais. C'est-à-dire, Flamme ne va jamais dire à Flack que, j'en sais rien, moi, qu'il est trop sensible, l'autre, elle va jamais juger le fait qu'il pleure. C'est pas mal. Et réciproquement, enfin, je trouve qu'il y a assez peu de jugement mutuel finalement. Même s'ils sont très différents, Disney a réussi à faire des personnages qui vont pas trop se dévaloriser mutuellement. Et ça, c'était fort, parce que c'était pas garanti avec toutes les différences. J'essaye de réfléchir à d'autres Disney où il y aurait ça, justement, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait ce truc-là de jugement, parce que je pense un peu aux princesses et tout ça, même des couples différents, genre Réponse et Eugène. J'ai pas l'impression qu'ils se jugent alors que, je sais pas, elle est toute joyeuse, virevoltante, et lui, il est un peu plus posé. Ils vont pas se juger, justement, lui, il va s'adapter et tout ça. J'essaye de trouver des contre-exemples, c'est pour ça. Mais y a du jugement pour Disney, mais plus dans la sororité ou la fraternité. J'ai un exemple qui me vient en tête. Par exemple, dans La Reine des Neiges, Elsa... je sais jamais laquelle est Elsa et laquelle est Anna. Elsa, c'est celle qui a les cheveux blancs et qui la Reine des Neiges va juger sa sœur en disant on tombe pas amoureuse d'un homme au bout de 48 heures. Et ce qui est un jugement de valeur de sa part. Et souvent, dans La Reine des Neiges, dans la sororité entre les deux sœurs, il peut y avoir du jugement parfois. Plus de la part d'Elsa envers Anna, mais réciproquement. Et pareil, dans Vice Versa, Joie est très jugeante. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, Joie ne veut pas entendre parler de tristesse. Elle finit par inclure, mais elle a quand même tendance à dire bon, on fait ça va être bien. Si, ça va être bien. Et il y a ce côté un peu jugeant de mais non, tout va bien. Après, dans Vice Versa, c'est aussi ça, je pense, le but des personnages. Ils sont exagérés à un tel point que s'ils font un personnage qui représente la joie ou un personnage qui représente la tristesse, ils sont obligés que la tristesse soit tout le temps triste et que la joie soit tout le temps joyeuse. En fait, Disney, ils sont assez balèzes pour faire de la contradiction, c'est-à-dire on voit qu'il y a des personnages qui sont contradictoires, qui sont pas forcément dans les mêmes postures. Mis à part l'exemple, la grande d'Elsa et Anna, c'est assez rare que les personnages soient du jugement mutuel. C'est pas les valeurs qu'ils veulent faire passer pour les enfants. Non, et ça c'est plutôt chouette. Mais par exemple, là dans le film qu'on a, il y a quand même beaucoup de stéréotypes. L'amour peut tout, peut dépasser toutes les différences. C'est beau, mais il y a quand même des postulats un peu toxiques. Non, ça rentre peut-être pas assez en profondeur, ni ça prend pas trop de choses en compte qui seraient intéressantes, qui sont plus adaptées à la vraie vie. Oui. Parce que si le message, c'est quand même un message d'acceptation de la différence, d'acceptation que même si on sent de deux lignes d'air différents, on peut se retrouver, ce qui est un beau message et c'est ce qu'on attend de Disney. Mais ça continue de véhiculer pour les gamins et les gamines des choses comme l'amour peut tout, tu peux forcer l'autre à t'aimer. Tu peux faire que l'autre se révèle par amour, tu peux changer par amour. Et même si c'est pas faux et qu'en soit justement dans l'amour, quand on est sain, on se modèle un peu l'un l'autre et sans que ce soit dans la douleur,
Là, il y a quand même beaucoup d'ingérence et de forcing dans la relation, quoi. Et c'est... Alors, on va pas parler des vieux Disney, hein, parce qu'ils sont hors catégorie et ils sont un peu dépassés. Mais dans les nouveaux Disney, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement que de La Reine des Neiges, ça parle plus d'une relation entre sœurs que d'une histoire d'amour. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, c'est bien, il y a autre chose chez Disney, quand même. Je pense qu'ils essayent de se renouveler, vu que les premiers, les deux qui me viennent en tête, c'est Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant. C'est le prince, c'est la princesse, c'est l'homme qui fait tout pour elle, et machin, et bidule. Et on voit avec, peut-être sur les 10 dernières années, avec La Reine des Neiges, Zootopie, vice-versa, tout cela, ils prennent en compte des thématiques un peu comme ça, avec des histoires, avec des super morales et tout ça. Mais je trouve qu'on a tendance à s'éloigner du cliché du prince et de la princesse pour arriver problématiques entre sœurs, les émotions qui rentrent en compte avec vice-versa, l'histoire des différences et Zootopie plus partenaire de travail, d'amitié en fait au final. Il y a toujours aussi des histoires d'amour, dans Élémentaire c'est ça, mais on arrive je trouve quand même à diversifier, même au sein du couple classique, on arrive quand même à se diversifier par rapport aux vieux Disney qui sont assez problématiques. Ouais, il y en a un qui est génial, je sais pas si vous l'avez vu, c'est Red Alert. Oui, Alerte rouge. Je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Pour le coup, là, il aborde les thématiques du transgénérationnel, des relations mère-fille, de l'adolescence, des mutations à la puberté. Et vraiment, il est super bien fait, de l'amitié à l'adolescence, du fait de se désolidariser un peu de ses parents. Et il est incroyable. Et il y en a plein des comme ça qui ont plus tendance à sortir sur Disney Plus directement, mais qui sont vraiment très très chouettes. Et celui-là, je ne peux que conseiller, quoi. Il est vraiment bien. J'ai l'impression que ça plaît moins au grand public quand même. Que le grand public reste quand même attaché un petit peu encore à ces histoires-là assez classiques et moins à celle-là parce que passionnés de cinéma, les gens, ce genre de film, ils n'aiment pas. Et j'en entends que des mauvaises critiques alors que je suis sûre que si on s'y intéressait un peu plus, même s'ils sortent que sur les plateformes, je trouve que c'est quand même super qu'ils fassent des trucs comme ça, quoi. J'ai quand même l'impression que ça change parce que ça parle plus pour une pré-ado à la maison, ça parle plus aux pré-ados. Il y a quand même les nouvelles générations qui arrivent qui ont des bouts différents. Et il y a des dessins animés différents. Alors je sais pas qui a produit ça, je sais pas si c'est pas Netflix, mais il y avait les Mitchell contre les robots, des choses. Je l'ai vu, il est super celui-là. Il est super. Qui ont vraiment tendance à justement casser les codes, à avoir des genrages un peu différents, un peu plus d'ouverture à des communautés LGBTIQIA+. Et ça, c'est sympa aussi, quoi. Et ça, c'est des films qui plaisent plus à nos ados et aux jeunes générations. Ouais, c'est vrai. Que les Disney qui peuvent leur paraître parfois un peu désuets, quoi. Parce que je sais que, par exemple, moi j'ai 3 petites sœurs. Donc il y en a une qui est plutôt grande, 18 ans, mais j'en ai des vraiment petites, donc 7 ans et quelques. Et je sais du coup, moi et ma sœur qui a 18 ans, on a grandi avec les Disney classiques, je sais pas, Bambi, des trucs comme ça. Et je sais que là, ma mère, à la dernière, elle lui montre et on regardait du moins plus de trucs Netflix, notamment les Mitchell contre les robots par exemple. Celui-là, il nous avait marqué, il nous avait beaucoup plu. Et je sais que ça plaît aussi beaucoup à ma mère. Qui pourtant a encore des générations avant, quoi. Et cette nouvelle appréhension des choses, ça lui plaît beaucoup aussi. Et pour elle, et à la petite aussi, parce que elle grandit avec ça, mais quand même, quoi. C'est quand même super parce qu'A Mitchell contre les robots, ça parle de la relation père-fille, du choix de la sexualité, de la créativité et du système familial. Des thématiques que Disney aborde jamais. C'est-à-dire dans les relations père-fille dans Disney, c'est toujours des relations protecteurs, protégées, enfin. Et là, c'est autre chose. Donc on a plein de films comme ça sur d'autres plateformes qui peuvent apporter des choses quand même différentes et qui sont plus des problématiques qui vont toucher absolument tout. La relation avec le père, je connais pas quelqu'un qui est pas... avec la mère aussi d'ailleurs, mais il y a le système familial, c'est hyper intéressant de l'analyser. Et c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir d'autres problématiques que l'amour qui est très central dans les Disney.
Et ça fait du bien d'avoir d'autres thématiques que personnellement qui me touchent par rapport aux problématiques familiales. Peut-être quand j'en avais plus besoin quand j'étais petite, il n'y en avait pas, c'était les Disney classiques. Et que maintenant que je suis adulte et que je les regarde, je fais quand même, la relation mère-fille, ça va plus me parler, mais je trouve ça dommage de m'en rendre compte que maintenant. Déjà dans Disney, est-ce que vous avez vu beaucoup de relations mère-fille? Les mères, elles sont mortes 15% du temps. C'est vrai. Donc, où elles sont pas là, où elles sont pas présentes. Donc, il y a plein de Disney comme ça où la relation mère-fille est absente ou inexistante ou pas du tout exploitée. C'est toujours la relation père-fille ou père-fils. Je sais pas pourquoi. Ou alors c'est dans Cendrillon, la figure maternelle, elle est affreuse. Oui, c'est la marâtre, en effet. Et je pense qu'on est sur une bonne tendance évolutive de Disney en tout cas. Oui, c'est bien, ça fait du bien de changer un peu des carcans, quoi. Surtout pour cette thématique-là de l'amour. Et en plus, alors comment dire, les questions qui viennent de plus en plus en ce moment par rapport à la toxicité, à la charge mentale, des questions qui sont très présentes aujourd'hui. Si on pouvait un peu plus les exploiter au cinéma, ce serait super. Bah, c'est sûr, c'est pour ça que faire le remake de Blanche-Neige, c'est un peu questionnant, parce que c'est quand même une femme qui est l'esclave de cette nain, donc bon. Mais il y a d'autres, par exemple, moi, mon Disney préféré d'enfance, c'était La Belle et la Bête, et même les images Palini, un truc, je sais pas si vous les connaissez. Oui. Et quand j'étais petite, j'étais très triste que la bête se transforme en humain à la fin. Bon, je voulais qu'il reste la bête, elle l'aimait comme ça. Et il y avait toujours ce truc où il y avait quand même une forme d'hégémonie de la beauté, il fallait que les gens restent beaux, il fallait que... Enfin, il y avait quand même beaucoup de critères encore. Ça pouvait pas exister autrement, quoi. C'est-à-dire le happy end de la belle, c'est quand même que la bête redevienne un beau gosse, quoi. Donc il y avait plein de choses comme ça où la question de l'amour avait toujours ses codes. Il fallait que ce soit des gens beaux, des gens jeunes. Il y a encore beaucoup d'invisibilité dans les dessins animés sur les personnes âgées, l'amour des vieux. Des choses un peu différentes, quoi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. À part là-haut qui en parle, mais de façon assez tragique et triste. Donc voilà, il y a encore plein de problématiques à explorer. Oui, mais d'un autre côté, les problématiques actuelles, enfin les problématiques, c'est pas une problématique, mais les choses actuelles qui se passent, typiquement les relations homosexuelles et tout ça, ils les censurent. Et qu'il y a plein de passages, ce qui me vient en tête, c'est le film Buzz l'éclair qui a pas très bien marché, justement parce qu'il y avait des scènes coupées, où il y a eu de la censure dans plein de pays parce qu'il y a une scène où il y a genre 2 hommes ou 2 femmes qui s'embrassent, quelque chose comme ça. Tout c'est vachement invisibilisé. On n'a pas de héros Disney que les héros principaux. C'est ça et tout ça. Je trouve ça hyper dommage. Alors, sous-entendu que, en tout cas dans les interprétations qu'on en fait, dans La Reine des Neiges, visiblement Elsa. Oui. Alors, je sais pas si c'est problématique ou pas. L'hypothèse, c'est soit qu'elle est célibataire, soit qu'il la laisse célibataire pour laisser supposer qu'elle aimerait les femmes. C'est quand même un pied dans l'ouverture par rapport à ça. Un pied léger, un pied très grand public, mais il commence doucement à faire ce genre de choses. Sur les plateformes Netflix, on peut trouver plus de choses vraiment inclusives, où on voit des relations homosexuelles, même pour les enfants. Mais à chaque fois, ils jouent avec les braises et le charbon ardent de la censure. Enfin, c'est toujours très décrié, mais c'est intéressant parce que moi, je trouve quand même que mon enfant, par exemple, a accès à plus de mixité là-dessus, vraiment plus que moi. Oui, c'est sûr. Même dans les séries au cinéma, et heureusement. Mais je trouve quand même que le pas, il est sacrément long et sacrément léger. Ouais, le pas et en fait c'est fou comme la liberté n'est jamais acquise parce que là on sait même pas dans quelle mesure on va pouvoir encore continuer à avoir ce genre de liberté. Donc, continuer à se battre pour avoir de la visibilité et de la liberté, c'est quand même important. Mais il y a des pas qui sont faits quand même. À mon époque c'était invisible. Les dessins animés des années 80, en termes de stéréotypes de genre, ça se pose là. La blonde est toujours méchante, idiote, la fille intelligente, elle a forcément des grosses lunettes et une casquette. C'est très genré. J'espère que ça va un peu évoluer avec justement tous ces nouveaux Disney et tout ça. Oui. J'espère vraiment. Puis il y a des super podcasts, alors souvent en anglais, mais j'ai débunkage aussi des standards amoureux des comédies romantiques. C'est aussi assez intéressant parce que beaucoup de femmes ont été biberonnées à ça, quoi. C'est-à-dire la comédie romantique traditionnelle qui va avec tous les standards qui vont avec. Les standards avec aussi beaucoup de standards ambivalents et des contraintes. Et quand on travaille là-dessus et qu'on se rend compte, on se dit que vraiment l'idéologie qui passe dedans est très malsaine, quoi. Et nous aide pas à construire des relations saines et structurées. Il y a vraiment de la communication et de l'égalité. Est-ce que vous le voyez passer ça dans votre cabinet, les différences générationnelles
par rapport à ça. Par exemple, si un couple qui a grandi ou évolué dans les années 80-90 n'aura pas la même approche qu'un couple des années 2020 et tout ça, vous les voyez ces différences-là? Ouais, je trouve que générationnellement, les gens restent assez classiques. Je dirais 25-40 ans, je vois pas de différence de fou. Par contre, chez les tout jeunes, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, eux, pour moi, c'est des pays étrangers. Parce qu'ils ont complètement déconstruit la notion du couple telle qu'on la connaît. Et c'est hyper intéressant. Ils valorisent beaucoup plus les amitiés. Ils valorisent beaucoup plus des relations où on peut continuer à s'aimer même si on n'est plus ensemble, mais d'une autre façon. Du coup, ils ont tellement dépassionnalisé les choses. Et c'est hyper intéressant à voir. Alors eux, je pense qu'ils iront voir plus les thérapeutes de couple que les aînés, mais qu'ils en auront moins besoin parce qu'ils communiquent beaucoup plus facilement. Donc, quelque part, c'est intéressant, mais je trouve ça fou à quel point ces générations-là sont tellement différentes, même de personnes de couple de 30 ans où vraiment les couples sont encore très stéréotypés, je trouve, aujourd'hui. Les nouvelles générations, ça va être très intéressant de les voir évoluer parce que d'ici 10-15 ans, ce seront leurs goûts qui seront majoritaires et donc du coup, la pop culture sera liée à leur génération et ce sera intéressant de voir ce que ça va donner en termes de film, en termes d'écriture, en termes de... Ça va vraiment être, comme dit, une toute autre façon de penser. Je pense que les jeunes générations de votre âge, je dessine, auront une approche beaucoup plus saine des relations amoureuses parce que avec une individualité plus importante que de vivre en couple. Et ça, c'est ça qui différencie vraiment ces générations-là. C'est que moi, qui ai plus de 40 ans, j'ai été éduquée dans le si t'es pas en couple, t'es personne. C'est que t'as loupé ta vie. Waouh. Ah bah oui, c'était ça, hein, tous les films, les séries d'ados, ça parlait de ça, c'est-à-dire la pensée principale, c'était vais-je être en couple, si oui, comment et comment. Enfin, comment et quand et quel est le but, vais-je être choisie, ce qui faisait de l'intégralité des femmes des pick me girls. Et là, pour le coup, je trouve que justement les personnes entre 20 et 25 ans aujourd'hui sont plus du tout là-dedans et c'est beaucoup plus sain. D'où l'idée des îles. Oui, je trouve que par rapport à mon entourage, même moi, mes amis, tout ça, on va beaucoup se focaliser sur nos îles personnelles, prendre en compte aussi beaucoup les îles des autres. Et on construit la nôtre. Et j'ai l'impression que les générations d'avant, génération de mes parents, j'ai l'impression qu'il y a une seule île en fait. Il n'y a pas une île de l'un, une île de l'autre, c'est une île avec tout le monde dedans. Et des fois, je trouve ça compliqué, je trouve ça dommage. Ah bah c'est sûr, vos parents, Joséphine, ils sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans cette génération, on choisissait quand même nos partenaires amoureux. Oui, c'est pas comme celle de nos grands-parents où ils se mariaient pas pour les bonnes raisons, etc. Ils se mariaient, ils se posaient même pas la question, c'est-à-dire, moi de ce que j'en sais de mes grands-mères, la question du choix amoureux était quand même très peu là, très complexe, très peu de liberté, et donc la génération des parents, c'est des gens, mes parents aussi, hein, qui se sont choisis, mais avec encore les injonctions de se mettre ensemble jeunes, de se marier, de rester ensemble pour la vie et donc de grandir ensemble, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis la génération, je trouve que ça a été assez stable jusqu'aux générations justement d'aujourd'hui qui arrivent, qui elles sont totalement en contre de tout ça. Et c'est loin d'être inintéressant, mais je trouve c'est la génération la plus différente, je trouve, des 50 à 60 dernières années, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça promet d'être hyper intéressant, mais par contre, il va y avoir beaucoup de clash générationnel là-dedans, quoi. Ce qui est pas grave, mais ce qui est intéressant. Est-ce que les thérapeutes de couple auront plus de boulot? Je pense que vous êtes comme dit, des générations qui vont plus facilement chez le psy. Ça, c'est cool. Parce qu'il y a plus ce truc qu'il y avait même quand moi je suis sortie de la fac il y a 15-20 ans. C'était encore très tabou pour les faux, très de niche presque. Et là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais du coup, j'aurais bien moins de problèmes de santé mentale que ont les générations précédentes, les ont. Après, est-ce que les générations d'avant, elles se sont pas en mode... Non, mais il n'y a rien. En mode, elles se cachent de leur traumatisme, de leurs troubles et tout ça. J'ai beaucoup des vidéos sur Instagram et tout ça. Nous, on va chez le psy parce qu'eux, ils y sont pas allés. Ouais, et ça pose des problèmes d'éducation. J'ai écouté un postulat hyper intéressant il y a 2 jours d'une psy qui disait que la génération des trentenaires aujourd'hui éduquait leurs enfants pour essayer de réparer leur enfance et que c'était un peu problématique du coup. Et c'est vrai que dans la génération des 25, 45, 50 ans aujourd'hui, on cherche beaucoup à réparer et je pense que les générations
15-25 vont plus tenter de créer vraiment leur truc et de plus être dans cette réparation. Et c'est plutôt bien. Oui, parce qu'on est moins dans la notion de donnage et de réparation que dans la notion de construction. Donc c'est beaucoup plus intéressant, je pense. Je trouve aussi. Waouh. C'est super intéressant. Ouais, J'adore c'était ces chouette. problématiques. J'aime bien aussi quand je les retrouve dans les films, mais comme ou dans la musique, mais comme beaucoup cinéma et musique des années 80-90, il n'y en a pas beaucoup quand même des approches comme ça intéressantes et je trouve ça dommage. Et je trouve qu'on rame un peu quand même à avoir des points de vue nouveaux Ça va Générationnel. Ça veut dire, c'est-à-dire tant que les personnes qui ont 20 ans aujourd'hui n'auront pas 30 ans, ils vont être moins visibles, mais dès que vous allez avoir une trentaine d'années, ce sera votre génération qui sera au pouvoir majoritairement de toutes ces cultures. Et là, ça va être beaucoup plus visible. C'est super. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était vachement sympa.